Charles Pinel, directeur général de Proxinvest. Bonjour à vous tous. Nous allons parler de la gouvernance d'entreprise, le point G qui figure au sein de l'acronyme ESG. La gouvernance d'une société ou le gouvernement d'entreprise peut se définir comme l'organisation mise en place par une société en matière de direction et de contrôle afin d'atteindre ses objectifs, de garantir sa pérennité avec un souci de transparence et d'équité. Elle répartit les rôles et attributions de chacun, notamment entre actionnaires et dirigeants, afin d'optimiser les processus de décision et de leur contrôle. Elle a pris une importance particulière depuis notamment les scandales intervenus au sein de certaines entreprises américaines, comme Enron ou WorldCom au début des années 2000, avec l'objectif de mieux contrôler les entreprises et la façon dont sont prises les décisions. La gouvernance mise en place au sein d'une entreprise peut se révéler déterminante dans les moments clés de la vie d'une entreprise, notamment lors de la succession d'un dirigeant, en cas de difficultés financières ou d'autres difficultés, ou lors de propositions de rachat par une autre entreprise. Il est généralement reconnu que la gouvernance repose sur différents principes basés sur la transparence et la responsabilité. Elle repose sur un ensemble de règles permettant d'obtenir un équilibre entre les pouvoirs pour obtenir un processus de décision et de gestion performant et contrôlé, qui doivent éviter toute dérive au détriment de certaines parties prenantes et au bénéfice d'autres. Une bonne gouvernance doit améliorer la confiance et les performances de l'entreprise. De façon plus récente, elle doit prendre en compte de nouveaux enjeux, en particulier des considérations de développement durable basées sur la responsabilité sociale de l'entreprise, la RSE. Plusieurs schémas de gouvernance peuvent exister en fonction principalement des cultures entrepreneuriales des pays où les sociétés sont implantées. En France, prédominait la gouvernance actionnariale, tournée vers les intérêts des actionnaires, mais une évolution récente pousse vers une gouvernance davantage partenariale, qui prend en compte les intérêts de l'ensemble des parties prenantes. La gouvernance mise en place dépend du statut juridique de la société, ainsi que d'autres éléments, en particulier si la société est cotée en bourse ou ne l'est pas. Par statut juridique, je pense notamment aux sociétés anonymes à conseil d'administration et direction générale, ou à conseil de surveillance et directoire, ou aux commandites par action. L'entreprise choisit son modèle de gouvernance qui lui semble être le mieux adapté à sa situation. Pour les sociétés cotées, elles peuvent se référer à des codes de gouvernance selon le principe « comply or explain », c'est-à-dire se conformer ou expliquer. Ces codes édictent des recommandations que la société qui s'y réfère doit appliquer ou sinon justifier les raisons pour lesquelles elle ne les respecte pas. Il s'agit donc d'un système basé sur l'autorégulation qui a pu montrer régulièrement ses limites sur certains sujets, notamment sur ceux liés aux rémunérations des dirigeants. Le législateur a pu alors intervenir. En France, le principal code de gouvernement d'entreprise est celui de l'AFEP-MEDEF, destiné principalement aux plus grandes sociétés cotées. Les sociétés de petite et moyenne taille se réfèrent généralement au code Middle Next. Dans les deux cas, ces codes émanent des sociétés cotées, alors que dans d'autres pays, ils sont souvent rédigés par différents profils. À côté des représentants des sociétés, interviennent des investisseurs, des juristes, des professeurs et autres experts de ces sujets. La gouvernance d'une société est généralement analysée au travers de différents éléments qui peuvent être regroupés de la façon suivante. Les droits des actionnaires, l'intégrité des comptes et de la gestion, le fonctionnement du conseil et de ses comités spécialisés, la rémunération des dirigeants et plus récemment les enjeux environnementaux. L'analyse de la gouvernance d'une société cotée a pour objectif d'identifier les risques, même s'il s'agit souvent de signaux faibles. Les actionnaires et au-delà les différentes parties prenantes d'une société sont souvent d'accord sur de nombreux principes de gouvernance, mais peuvent en revanche diverger sur certains critères. Nous ne sommes donc pas dans un domaine binaire. Dans le cas des sociétés cotées, l'analyse de la gouvernance repose notamment sur le principe de respect des actionnaires minoritaires. Nous le verrons à plusieurs reprises par la suite, mais il peut en effet exister des mécanismes qui favorisent certains actionnaires, notamment les plus importants, ou une propension d'un actionnaire qui contrôle la société à prendre des décisions dans son intérêt propre au détriment des actionnaires minoritaires. Donc, dans le cas des sociétés cotées, l'élément clé en matière de droit des actionnaires repose sur l'égalité de traitement entre actionnaires qui se retrouve dans le principe « une action, une voix » et fait directement référence à la notion de démocratie actionnariale. Cette démocratie actionnariale s'exprime principalement lors des assemblées générales d'actionnaires. En effet, les droits devraient être proportionnels à l'investissement financier. Différents mécanismes peuvent en effet exister pour favoriser certains types d'actionnaires. Le principal est l'existence de droits de vote doubles, voire des droits de vote multiples, qui rompent l'égalité entre actionnaires. Ils sont souvent mis en place en faveur d'un actionnaire fondateur qui se voit dilué lors d'une introduction en bourse ou à la suite d'augmentation de capital.
D'autres outils existent pour protéger certains actionnaires, comme les actions de préférence qui peuvent posséder des droits spécifiques, les golden shares, ou encore les limitations des droits de vote à un certain pourcentage, par exemple. Il devrait également être facile pour les actionnaires minoritaires de déposer des résolutions lors des assemblées générales. Ce n'est malheureusement pas le cas en France, où il est nécessaire de détenir un montant significatif du capital de la société et de respecter un calendrier et un processus administratif extrêmement pointilleux qui décourage de nombreux investisseurs. Lors des assemblées générales, les actionnaires doivent être vigilants sur les résolutions portant sur les modifications statutaires. L'intégrité de la gestion repose principalement sur la transparence et le contrôle de l'information financière et extra-financière. Elle passe donc par la communication des documents aux actionnaires, suffisamment en amont des assemblées générales pour en prendre connaissance afin d'être en mesure de voter. Les comptes sociaux et consolidés doivent être certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes. Les travaux des commissaires aux comptes sont primordiaux. Les commissaires aux comptes doivent réaliser une supervision indépendante des états financiers et bientôt des états extra-financiers. Une rotation régulière semble préférable pour éviter tout confort, toute routine ou toute complaisance. Une vigilance doit également être mise sur leurs honoraires de conseil qui ne doivent pas être de nature à interférer sur la mission de certification des comptes. Les accords entre la société et ses principaux actionnaires, ses mandataires sociaux, ses dirigeants, sont source de conflits d'intérêts. Ils doivent être scrupuleusement transmis et détaillés au travers du mécanisme des conventions réglementées pour être validés par les actionnaires. L'affectation des résultats, et donc le versement éventuel d'un dividende, représente l'opportunité de réfléchir à la juste répartition des résultats d'une société entre rémunération des actionnaires, association des salariés et investissement de l'entreprise. Beaucoup d'actionnaires évoquent un dividende responsable. Il faut également être vigilant si un actionnaire de contrôle propose un dividende élevé car lui-même endetté, par exemple. Les opérations en capital devront également être contrôlées car ils peuvent être un moyen de diluer fortement les actionnaires au profit de certains d'entre eux ou l'occasion de mettre en place des dispositifs anti-OPA au bénéfice des dirigeants. En effet, il faut bien avoir en tête l'antagonisme possible entre dirigeants et actionnaires dont les intérêts peuvent diverger. Les premiers cherchant à rester à la tête de l'entreprise et à bénéficier de la plus forte rémunération, et les seconds à maximaliser la valeur de l'entreprise. Les dirigeants choisiront le maintien d'autorisation d'augmentation de capital en période d'offre publique pour faire échouer une offre hostile afin de conserver leur place. Pourtant, lorsqu'une société souhaite en acheter une autre, la raison peut être liée au fait qu'elle l'estime sous-évaluée en raison de dirigeants inefficients. À l'opposé, l'échec d'une offre publique peut alors faire perdre l'opportunité d'une prime sur le cours pour les actionnaires en place. Pour rappel, les actionnaires sont les propriétaires de l'entreprise. Ils élisent un conseil d'administration ou de surveillance en fonction du statut juridique de l'entreprise, qui définit la stratégie de l'entreprise, nomme les dirigeants qui vont mettre en place cette stratégie et contrôle ensuite sa bonne application. Le conseil peut mettre en place en son sein des comités spécialisés. Les plus courants sont les comités d'audit, les comités des nominations, les comités des rémunérations, les comités de développement durable, les comités stratégiques, qui vont préparer des décisions qui seront prises par le conseil. Différents critères ont été mis en place pour s'assurer du bon fonctionnement du conseil. L'objectif est d'avoir un conseil équilibré en termes de compétences, de profil, de diversité, et de s'assurer qu'il représente bien les intérêts des uns et des autres. En premier lieu, il semble préférable de séparer les fonctions de président du conseil et de directeur général. En effet, au regard des fonctions attribuées au conseil, le cumul des fonctions, pratique très française, implique que le PDG se contrôle lui-même. Cette situation ne peut se produire dans les sociétés à directoire et conseil de surveillance, les membres du directoire ne pouvant siéger au conseil de surveillance. En cas de cumul des fonctions de président du conseil et de directeur général, donc d'un PDG, il est demandé de mettre en place des contre-pouvoirs, tels qu'un administrateur référent indépendant, et qui dispose de pouvoirs élargis, un conseil majoritairement indépendant, etc. L'indépendance du conseil est en effet un élément très important. Il ne faut bien évidemment pas le confondre avec la compétence des membres du conseil. Certains membres du conseil peuvent présenter des conflits d'intérêts potentiels. Ce n'est évidemment pas un défaut ou une critique, mais il est important de bien les identifier et de les communiquer. Des critères d'indépendance sont ainsi définis qui peuvent varier, sont considérés comme non indépendants les dirigeants, les salariés, les relations d'affaires, les actionnaires détenant un certain pourcentage du capital, etc.
Il est généralement considéré que la présence d'administrateurs indépendants serait de nature à faire mieux respecter la représentation de l'ensemble des intérêts de la société, et notamment des actionnaires minoritaires. Le pourcentage de membres indépendants qui devrait être requis dépend des points de vue, mais il oscille généralement entre un tiers du capital et une majorité, le poids de l'actionnaire principal étant souvent pris en compte. En France, depuis la loi Copé-Zimmermann qui oblige les conseils à avoir au moins 40% de membres de chaque sexe, ce n'est plus vraiment un sujet. La disponibilité des administrateurs est également regardée au travers du nombre de mandats détenus et du type de ceux-ci, selon qu'ils soient exécutifs ou non exécutifs. La rémunération des dirigeants est un sujet compliqué et que tout le monde pense connaître. Il peut avoir une portée médiatique importante et susciter des controverses d'ampleur. Les actionnaires doivent se prononcer au travers de nombreuses résolutions sur ce sujet en France, avec des votes contraignants. Une opposition peut ainsi amener à l'absence de rémunération variable pour le dirigeant. Au-delà de définir des politiques de rémunération équilibrées et motivantes, permettant de retenir les meilleurs dirigeants et acceptables pour tous, les rémunérations, au travers notamment des montants, peuvent traduire la mainmise d'un dirigeant sur son conseil et donc la dépendance de celui-ci sur un dirigeant qu'il est susceptible de contrôler. L'analyse d'une rémunération devrait prendre en compte la transparence. Donc c'est comprendre les éléments qui composent la rémunération d'un dirigeant. La structure, la part de la rémunération fixe, la part de la rémunération variable, le poids de la rémunération de long terme au sein de la rémunération variable, l'alignement avec la performance, donc le choix et l'atteinte des critères quantifiables ou qualitatifs de la rémunération variable, et les montants, notamment par rapport à des sociétés de taille comparable en termes de secteur ou de pays. Les rémunérations des dirigeants doivent également être mises en parallèle avec la notion très importante de cohésion sociale. En effet, les rémunérations des dirigeants sont publiques et donc connues des salariés. Un dirigeant qui demande à ses salariés de faire des efforts en matière de rémunération devrait s'appliquer à lui-même ces efforts. Assez récemment, un nouvel outil permet de mieux suivre cet aspect, c'est le ratio d'équité, qui est publié par les sociétés. Il correspond au rapport entre la rémunération des dirigeants et la rémunération médiane et moyenne des salariés. C'est un ratio qui n'est pas facile à interpréter. Il faut notamment prendre en compte les secteurs d'activité, les implantations géographiques de la société, pour pouvoir être utilisé comme un outil de comparaison. Autre pratique prise en compte dans l'analyse de la gouvernance d'une société, l'association des salariés peut faire partie des bonnes pratiques afin de motiver les salariés et d'aligner leurs intérêts avec ceux des actionnaires. Au thème assez classique décrit jusqu'à présent, peut être ajouté un sujet qui a pris une importance toute particulière ces dernières années, au point d'être même parfois considéré comme le principal par certains, et que toute bonne gouvernance doit absolument prendre en considération. Il s'agit des enjeux de développement durable, et en particulier des efforts effectués par la société en matière de transition climatique. Les entreprises et les investisseurs sont des acteurs clés pour assurer celle-ci et le respect des accords de Paris. Comme nous avons pu le voir, il n'existe pas un modèle unique de gouvernement d'entreprise, mais différents schémas qui représentent chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Même si certains consensus peuvent se dégager, chacun doit avoir sa conviction. Il existe toujours des contre-exemples, des entreprises qui ne respectent pas certains principes, mais qui malgré tout conjuguent transparence, performance et pérennité. C'est toute la richesse de ce sujet.